Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la FETV, bienvenue sur votre émission à la Hebdo, une émission spéciale réalisée à Tombouctou dans le cadre du mois de la santé et de la protection sociale. Pour cette émission spéciale, nous avons comme invité, je commence par ma droite, M. Ahmed Sil Mahmoud, qui est le président de la Fédération régionale des associations de santé communautaire, FERASCOM, Tombouctou. Ahmed, bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, merci. Donc, nous avons à ma gauche M. Yaya Ashmanta, maire de la commune rurale de Lafia, également président de l'association des municipalités du Mali au niveau régional Tombouctou. Monsieur le maire, bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Merci bien, bonsoir. Et également, nous avons Dr Moussa Massankare, qui est le directeur régional de la santé, également parrain du mois de la santé et de la protection sociale au niveau de Tombouctou. Docteur, merci d'avoir répondu à notre question et bienvenue sur notre plateau. Merci. Bien, donc je le disais tantôt, l'émission c'est à la Fiat Hebdo et nous sommes là dans le cadre du mois de la santé et de la protection sociale, une première au Mali et également à Tombouctou. Donc la première question s'adresse au directeur régional de la santé. Docteur, quel est votre degré d'implication dans l'organisation du mois de la santé et de la protection sociale ici à Tombouctou? Merci Omar, je suis le pivot de cette organisation du mois de la santé. Je suis en plus le parrain de tout le mois de la santé. Donc en fait, je suis à tous les niveaux de cette organisation du mois de la santé à Tombouctou. Très bien. Ahmed Sil Mahmoud, vous êtes président de la FERASCOM. Quel est le degré d'implication de la FERASCOM dans l'organisation de ce mois? Vous êtes également parrain de ce mois. Oui, effectivement. En ce qui concerne la FERASCOM, pour moi, nous sommes impliqués à tous les niveaux. Comme le directeur régional a dit, également, nous sommes aussi bénéficiaires de ce mois. Parce que la FERASCOM est la fêtière qui représente les communautés en ce qui concerne la santé au niveau régional. Donc nous sommes bénéficiaires du mois et en même temps acteurs également. Nous parlons la première semaine, bien sûr avec l'AEM, qui s'intitule Santé et décentralisation. Monsieur le maire, vous êtes également parrain d'une semaine. Est-ce qu'on peut savoir quel est le degré d'implication de l'AEM dans l'organisation de ce mois? Bien, merci. Tout d'abord, permettez-moi de saluer les téléspectateurs de la télévision à la FIA, que je suis bien par rapport à toutes les émissions. Vraiment, merci beaucoup pour ce que vous êtes en train de faire. En fait, cette semaine de la santé et de la protection sociale, les collectivités sont bien concernées. On ne peut pas parler de santé sans parler de population au niveau local. Et c'est à ce niveau que alors, on doit mener la santé pour vraiment couvrir l'entièreté de la santé des communautés. Donc, les collectivités pour lesquels les domaines de la santé sont transférés, nous devons nous y mettre pour que la scène de la santé et de la protection sociale dans tous ces domaines soit une réussite vraiment totale. Et nous sommes vraiment satisfaits de nous prendre parmi les parrains parce que alors on ne peut pas gérer la santé sans nous. Très bien. Monsieur le directeur, pourquoi initier un tel mois? Quels sont les objectifs recherchés? Merci. Par rapport au mois, c'est des constats qui ont montré que pendant les 60 ans, le pays a adopté plusieurs stratégies pour satisfaire la communauté en matière de santé, pour lutter contre la mortalité. Mais malgré tout, nous constatons que la population n'est pas tout à fait satisfaite. Alors ce mois est consacré à des échanges avec la population pour
permettre d'améliorer éventuellement les activités de la santé. Alors, il s'agit bien sûr des activités de santé et de développement social. C'est ça pourquoi on a fait ça. Maintenant, ça c'est l'objectif général. Cela doit aboutir à une intensification de la communication avec la population pour nous permettre de recueillir les déshydratats de la population et essayer de rectifier tout ce qui a été fait par rapport aux différentes stratégies. Et le premier objectif d'abord, c'est de pouvoir réaliser des activités au sein de la population, que ce soit dans tous les domaines qui permettent de dire que oui, nous avons des agents de santé sur le terrain. Le deuxième, c'est de faire connaître le système de santé. Ça aussi, tout le monde ne connaît pas. Le système de santé est un système très vaste et qui met en jeu beaucoup d'acteurs. Et ces acteurs-là, on doit savoir chacun quel est le rôle qu'ils jouent. Donc, il est bon de faire connaître pendant ce mois le système de santé. Il est bon aussi de partager les enjeux en matière de protection sociale. Nous avons une frange de la population qui est pauvre. Même ceux qui sont nantis ont besoin d'assister, surtout quand il s'agit de maladies chroniques, le diabète, l'hypertension artérielle. D'où il y a des régimes de sécurité sociale qui ont été mis en place pour permettre l'accès universel aux soins. Enfin, il faut aussi que le financement de la santé soit connu, comment ça se passe, et essayer de voir dans quel domaine on peut améliorer le financement domestique de la protection sociale. Voilà les enjeux autour de ce mois. Et nous pensons que, après avoir réalisé les activités de ce mois, la population serait suffisamment informée et les autorités politiques, administratives et sanitaires seront suffisamment outillées pour pouvoir modifier ou rectifier les stratégies. Là, je crois que le message est bien passé. Et monsieur le maire, le directeur vient de dire que dans les objectifs, il faut organiser des activités pour faire connaître tous les domaines de santé aux populations. Est-ce que les populations sont mobilisées pour accueillir ce mois? Bon, bien d'abord, il faut saluer l'initiative, parce que c'est la première fois. Donc, en tête ce mois de la santé et de la protection sociale, on doit profiter pour faire passer des messages. Messages par rapport à votre télévision, à d'autres télévisions, à la presse, pour que les populations entendent et comprennent aussi les enjeux de la santé, pour que désormais tout le monde soit au même niveau d'information. Et c'est ça le sens que je donne à ce mois. Donc, pour moi, toutes les activités doivent converger vers une meilleure compréhension de la santé des populations. Et là, l'implication sera certainement à la hauteur des soins. Et il y aura aussi certainement une meilleure couverture de la santé au niveau de la région de Tombouctou. Très bien. C'est un bon espoir. Monsieur Ahmed Mahmoud, comment est-ce que la FERSCOM s'active pour participer aux activités de ce mois? Bon, en ce qui concerne la FERSCOM, elle s'active à tous les niveaux. Et quand, comme le maire a dit, on ne peut pas parler de la santé sans parler des collectivités. Je dirais qu'on parle de la santé en commençant par les associations de santé communautaire de CESCOM, qui sont pratiquement au premier niveau du système de santé, en tout cas en rapport avec la communauté. Donc notre activation se fait surtout dans le cadre des journées de portes ouvertes, dans l'organisation des journées de salubrité, dans la mobilisation sociale, la participation communautaire, et voilà. Très bien. Donc maintenant, toujours, monsieur le maire, quand on parle de décentralisation et de santé, est-ce que le transfert des ressources est effectif? Ou bien c'est effectif à quel niveau? Bien, donc vous savez, depuis l'avènement de la décentralisation, il y a des compétences qui sont des domaines qui sont transférés, les compétences sont transférées, et maintenant devait suivre les moyens, les ressources financières. Bon, on a traîné un peu le pas, en l'État, jusqu'à ce que les ressources soient transférées aux collectivités dans le budget national. Maintenant, il y a
ce qu'on appelle les prévisions budgétaires. Il y a aussi, bon, les concrets, c'est-à-dire la disponibilité des ressources au niveau du trésor. Je peux vous dire qu'au niveau de à tous les niveaux des collectivités, il y a des prévisions budgétaires. Et chaque ordonnateur est autonome de la gestion de ses ressources financières. Au niveau du trésor, je peux donner mon exemple, c'est l'exemple que vous allez voir à travers mon exemple, toutes les collectivités sont concernées. Je vais prendre 2020, 2021, 2022, parce que les ressources n'ont pas changé. C'est le même taux, c'est le même montant. À la FIA, on a 3 924 500 par an. Ça, c'est pour tout le domaine ou la santé seulement? La santé seulement. On ne parle pas de la protection sociale, la santé. Et la santé, ça, c'est déjà au niveau de ce scope, le centre de santé communautaire, le centre de santé communautaire. Maintenant, c'est 3 924 500. Moi, j'ai 4 ce scope au niveau de l'ANAFIA. Si on me dit 100% des 3 900, je dois répartir entre les 4 scopes. Mais je ne reçois pas les 100%. 2021, l'ANAFIA a reçu comme mobilisation 15%. Et en 2022, 5%. 5%, facilement on peut faire des calculs, la répartition entre les 4 scopes. Voilà ce que ça peut donner. Donc voilà, et à quel niveau de prévision au niveau du budget national nous sommes, et à quel niveau de mobilisation de ce que l'État nous donne nous sommes. Donc il y a prévision, il y a mobilisation. On se situe le problème. Bon, le problème se situe au niveau de la disponibilité des ressources, au niveau de l'État. L'État peut tout prévoir dans son budget. Mais au cours de l'année, il peut y avoir des problèmes, comme tout ce qu'on a connu c'est déjà. Monsieur le directeur, je pense que la santé, c'est la priorité des priorités. Oui. Comment est-ce qu'on n'arrive pas à mobiliser des fonds pour les collectivités pour que ces scopes puissent marcher correctement? Merci. Moi, je pense que cette question, je ne saurais pas répondre correctement, puisque les services financiers qui ne sont pas sur le plateau, c'est que certains, ce dont tu parles, ça, ce n'est que le fonctionnement qui est transféré aux collectivités pour lutter contre les épidémies, pour l'assainissement. Bon, c'est comme tous les fonctionnements. L'État donne, après la loi des finances, tout ça, il donne en fonction des disponibilités et c'est réparti. Et tout le monde sait quelles sont les difficultés que l'État trouve depuis le début de la crise. Voilà, c'est des premiers obstacles. Mais d'autres fonds sont transférés que le commun du mortel ne perçoit pas. Par exemple, les salaires des agents de collectivité de la santé qui est payé par l'État. Ça, c'est un élément très important. Avant aussi, du côté de l'ANICT, il y a des fonds qui sont transférés pour réaliser des CESCOM, même si aujourd'hui, ce schéma connaît des difficultés. Donc, en vérité, le maire a raison par rapport aux difficultés qu'il y a, c'est des difficultés généralisées. Voilà ce que je peux dire en réalité. Je disais bien que les services financiers répondraient mieux que moi par rapport à ça. Exactement. Maintenant, je reviens à la FERSCOM pour savoir comment est-ce que la FERSCOM fonctionne, comment est-ce que vous avez des ressources pour... Est-ce que c'est l'État qui le finance? Ça se passe comment? Bon, la FERSCOM fonctionne selon ses ressources, et c'est les ressources propres que la FERSCOM a, comme la FENASCOM, comme la FELASCOM, la fédération locale. Ça, c'est la cotisation annuelle de la SACO qui tourne autour de 25 000, et ce 25 000 est réparti de la fédération nationale jusqu'à la fédération locale, plus la participation au congrès de la FENASCOM qui réunit toutes les SACO du Mali à chaque 5 ans. Donc ces 25 000 sont répartis comme suit. 10 000 pour le congrès quinquennal, 4 000 francs, ça c'est la cotisation que la SACO, là où elle se trouve, fait
pour le fonctionnement du bureau national, la FENASCOM, la Fédération nationale des associations de santé communautaire. Il y a encore 3500 de ces cotisations que toutes les SACO de la région donnent, sur lesquelles on retire, je disais, 3500 pour les activités, sinon le fonctionnement de la fédération régionale qui est la FENASCOM. Et 7500, ça c'est pour la fêtière qui est plus proche des ASACO, ça c'est la FENASCOM, la Fédération locale des associations de santé communautaire. Donc, en résumé, je pourrais dire que c'est les ressources propres de notre fêtière que nous avons, mais nos statuts, nos règlements nous permettent, dans la collaboration, conformément, si vous voulez, à l'esprit du PRODES, en tout cas de façon globale, de travailler en partenariat avec certaines ONG, certaines collectivités et même certains services étatiques. Ça veut dire que sans ces ONG et autres, les SOSCOM vous donnent 3500, est-ce que ça permet de faire fonctionner un service? Bon, en réalité, la FENASCOM a un rôle d'appui, conseil, supervision formative à l'endroit des fêtières au niveau local et ses démembrements au niveau communautaire. Et le plus gros du travail, ça c'est surtout au niveau opérationnel, je vais dire les SESCOM, qui sont en tout cas des ASACO qui sont d'une manière autonome dans leur gestion, qui génèrent des revenus, mais ces revenus, comme on le dit, on ne crée pas de SESCOM à but lucratif, mais par contre, l'objectif qui se casse, c'est la prestation des services de soins, l'amélioration de la couverture sanitaire, etc., etc. Donc, je pense que, et même à ce niveau, par rapport à la cotisation, la région a connu des difficultés qui nous ont conduit à des situations où certains SESCOM se sont retrouvés, pour ne pas dire tous les SESCOM, dans la gratuité des soins. Donc, si le soin est gratuit, cela veut dire que la SACO ne génère pas de revenus, et quand la SACO ne génère pas de revenus, cela veut dire qu'elle ne peut pas s'acquitter de ses cotisations annuelles. Merci, donc je crois que c'est compris. Je rappelle à nos téléspectateurs que cette émission, c'est une émission spéciale consacrée au mois de la santé, de la protection sociale réalisée à Tombouctou. Et moi qui a pour président, qui est placé sous la haute présidence de M. Bakoum Kanté, qui est le gouverneur de la région de Tombouctou, et sous les parrainages de M. Dr Moussa Massankaye, qui est là, qui est le directeur régional de la santé. Donc, Ahmed, vous avez parlé un peu du fonctionnement de votre fédération, qui est la FENASCOM. Je vais revenir à M. le maire pour lui demander quel est leur niveau d'implication dans la gestion de ces SESCOM. Bien, donc la santé étant le domaine transféré de l'opportunité, toutes les programmations au niveau des SESCOM, tout ce qui concerne la santé en rétro, vous avez besoin d'un PSEC, donc programme de social et culturel. 5 ans. En plus de ça, nous avons le programme annuel. Le programme annuel, dans lequel doivent s'inscrire vraiment de programmation de SESCOM annuellement. Tout ce que le SESCOM planifie comme santé, comme activité, doit se retrouver dans notre plan annuel de travail d'investissement. Et à ce niveau, on doit prévoir tout ce que la commune peut prendre comme engagement au niveau de la CAM, la Convention d'assistance mutuelle. Si la commune peut prendre en charge certains personnels, les salaires, si la commune peut réhabiliter ou construire même des SESCOM, pourquoi pas, parce que tout est transféré aux collectivités. Et si la commune peut réhabiliter ou construire des maisons pour les TC. Tout ça, c'est des engagements qui se trouvent dans la Convention d'assistance mutuelle. Et tout ça, on doit les mettre en tout cas dans nos plans annuels et dans nos PSEC. Maintenant,
s'aperçoit que la gestion se fera parce que les services techniques, la santé ont leur place importante. Les partenaires également ont leur place, parce que ces partenaires-là, c'est les ONG qui viennent pour vraiment appuyer le domaine de la santé, on ne pourra pas aller plus loin. Donc, chaque acteur on a à sa place dans la gestion des soins de santé au niveau communautaire. Donc, on prévoit toutes ces places-là dans notre programmation. Donc, notre place est vraiment large et entière. En tout cas, c'est une responsabilité qui nous incombe et que nous nous assumons. Très bien. Monsieur de la Fédération, si on veut créer un CESCOM, comment ça se passe, la procédure? Bon, le CESCOM, sinon, si on veut être membre de votre filière. Bon, les membres pas de notre filière, mais je dirais les membres de l'ASAPO, c'est des délégués de villages, de fractions et de quartiers. C'est les trois entités sous le contrôle de M. le maire, qui sont connus au Mali. Donc, ce sont ces délégués qui viennent des villages, je disais, des fractions et des quartiers qui relèvent des aires de santé. Parce qu'un centre de santé communautaire, c'est une aire de santé qui normalement doit être un rayonnement de 15 km avec une population moyenne de 5 000 habitants et maximum de 10 000 habitants. Donc, qui est constitué selon par plusieurs villages, fractions et quartiers. Donc ce sont ces villages, ces fractions, ces quartiers qui délèguent, qui ont des délégués pour la mise en place de ces ASAPO. Donc au niveau des ASAPO aussi, lorsqu'on met en place les fédérations locales, c'est ces ASAPO qui délèguent aussi des répondants pour la mise en place de cette fédération. C'est la même chose jusqu'au niveau national. Donc, pour être membre de la FENASCOM, c'est comme de la FENASCOM, il faut d'abord soit être membre d'une ASAPO et être délégué par l'ASAPO pour la mise en place, pour la circonstance. Et aussi, les cas contraires, être membre sortant du pays. Oui, ce qui nous intéresse surtout, c'est que quand on est dans un quartier ou dans un village, on a envie de créer un CESCOM. Comment on va faire? Bon, la création de CESCOM obéit à des normes techniques sous le contrôle du directeur régional de la santé. Un village ne crée pas un CESCOM, un quartier ne crée pas un CESCOM. Une fraction aussi ne crée pas un CESCOM, mais un CESCOM se crée sur la base d'une carte sanitaire, parce qu'il y a une révision quinquennale, un conseil, si vous voulez, de gestion du CCRF, ce qu'on appelle le centre de santé de référence, qui est dans le système de santé, les référencements de niveau 1. Donc, c'est à la suite de cette rencontre à laquelle le médecin-chef, la DRS, le développement social, la promotion de la femme, les maires des communes, les présidents d'ASAPO, les directeurs techniques de CESCOM, etc., les corporations des femmes, des jeunes et autres au niveau local, se retrouvent chaque 5 ans pour discuter et faire la programmation selon la révision de la carte sanitaire. Et c'est sur la base de ces éléments d'échange et autres qu'on se rend compte que dans tel CESCOM, il y a besoin d'extension. Dans telle commune, il y a besoin d'extension. Donc c'est comme ça qu'on fait des prévisions. Et quand vous remarquez dans la majeure partie des districts, dans le système de santé, le langage, quand on dit les districts sanitaires, comprenez par là l'ensemble des populations qui ont un centre de santé de référence où les CESCOM envoient les malades, mais d'autres disent les cercles. Les cercles. Donc, c'est comme ça que, au fait, ça se passe. Et c'est sur cette base, sur la base de ces échanges autres, de ce constat,
qu'on fait un programme de la création d'une nouvelle aire de santé sur la base d'une aire existante, ou peut-être sur la base d'une aire qui existe maintenant. Très bien. Donc on revient à M. le directeur pour nous parler un peu de ces aspects techniques si on a envie de créer un CESCOM. Merci Oumar. Pour la création de CESCOM, je pense que le président de la FEROSCOM a tout dit. La base de la création de CESCOM, c'est la carte sanitaire et le quinquennat secondaire. Tous les acteurs de la santé se retrouvent pour redéfinir la carte sanitaire pour les 5 ans. Et si vous n'êtes pas inscrit dans cette carte sanitaire, vous ne pouvez pas demander un CESCOM. C'est vraiment ça. Sinon, tout le reste, le président de la FEROSCOM a tout dit. L'approche par laquelle on amène ce qu'on appelle l'approche communautaire. Et ça se fait avec tout le monde. Aujourd'hui, cette approche est transférée au service technique du développement social et en collaboration avec la mairie, en collaboration avec la FEROSCOM, en collaboration avec le CCF. Donc, cette approche est constituée d'une équipe qui va passer quartier par quartier, village par village, fraction par fraction, pour expliquer l'enjeu d'un CESCOM jusqu'à aboutir à la naissance d'une association de santé communautaire. Puisque tout est bénévole, il faut que les gens comprennent bien cet enjeu-là. Et une fois que le CESCOM est créé, en ce moment, il aura son récépissé à travers l'administration. Et le suivi de tout ça se fait à travers les différentes services hiérarchiques tels que la FEROSCOM, la mairie, le service technique du développement social et le CCF, et même l'administration. L'administration n'est pas écartée, ils sont même au centre. Parce que même pour aller faire l'approche, il faut avoir autorisation de l'administration pour se déplacer sur le terrain. Voilà comment ça se passe. Et c'est tellement important pour l'État parce que c'est le premier contact avec la population. En dessous, on est en train de créer des agents de GASC, c'est-à-dire des sites d'agents de santé communautaire, mais en vérité, le centre, le premier contact, c'est le CESCOM. Voilà ce que je peux vous dire techniquement comment ça se passe. Et plus loin, c'est-à-dire que l'État avait déjà préparé ça dans la politique secteur de la santé pour que la communauté puisse s'auto-gérer, tout comme la collectivité est en train de le faire. Donc en s'auto-gérant, l'État apporte sa subvention dans tous les domaines pour lui permettre au moins de vivre. Parce que quelque part, la loi parle même d'un centre privé. Tout ça, c'est pour amener à une autogestion, à une administration, une gouvernance parfaite pour permettre d'aller d'avant et que la population puisse être s'autogérée par elle-même. On revient un peu au mois de la santé et de la protection sociale. Aujourd'hui, vous êtes parrain du mois. Est-ce que dans les préparatifs, les activités qu'on est en train de mener, on sent un engouement autour, à tous les niveaux, au niveau des populations, au niveau des autorités, à tous les niveaux? Bon, en tant que parrain, nous sentons un certain engouement, il faut le dire, parce que c'est la première fois. Il a besoin d'avoir beaucoup d'expérience pour permettre vraiment de mobiliser le maximum de personnes. Si les gens ont constaté qu'après le lancement, il y a eu des portes ouvertes qu'on a fait passer dans les différentes villes, à le nouveau TV, à la TV, qui d'ailleurs en boucle est en train de passer le programme. Donc, en soirée aussi bien qu'en français. Nous avons constaté aussi la caravane qui a été constituée par le régime de protection sociale. Et il y aura des conférences aussi qui auront lieu. Par exemple, le 16, il y aura, je pense, une grande conférence autour de l'ensemble des thématiques de ça avec des experts de la santé qui vont donner certainement beaucoup d'informations à la communauté, échanger avec eux, recueillir leurs désiderata. Donc pour moi, il y a un certain nombre d'engouements considérant que c'est la première fois. Et au niveau du district sanitaire également, les correspondances ont été envoyées partout. On n'a pas le feedback de tout ce qui se passe. Mais en réalité, nous pensons que chacun, en sa position, peut faire quelque chose pour la santé.
Donc je crois que ce que vous venez de dire, monsieur le directeur, c'est bien compris par nos téléspectateurs. Je reviens à monsieur le maire. Vous êtes aussi parrain de semaine, parce que je rappelle que cette semaine a été déclinée, ce mois a été décliné en 4 semaines thématiques. Donc vous êtes co-parrain avec la FERASCOM de la semaine santé et décentralisation. Qu'est-ce qui est prévu concrètement dans cette semaine? Bon, en fait, dans cette semaine de la santé et la protection sociale, les thématiques prévues, tout ce qui concerne le journée de salubrité, le journée porte ouverte et le débat sur la décentralisation dans le domaine de la santé. Tout ça, ça concourt à une meilleure compréhension des communautés de la santé, au niveau d'implication dans le propre santé, au niveau d'implication des services techniques et partenaires, tous les acteurs. Personne n'est oublié, en tout cas, d'ici la fin de la semaine de la santé et de la protection sociale, tous les citoyens doivent comprendre comment on doit administrer la santé, la couverture sanitaire au niveau communautaire. Et également la protection sociale. Ça, il ne faut pas oublier ce domaine très important. Il y a d'autres acteurs qui sont concernés qui peuvent mieux expliquer la protection sociale, la CAMA et autres. Donc, c'est une semaine bien remplie pour que tout ce qui concerne l'être humain, la santé de l'homme soit mieux, en tout cas, compris par les communautés. Monsieur Amassou, vous êtes également parrain de la télé. Il est prévu aussi des conférences dans cette semaine. Ça se passe comment? Bon, moi, dans l'ensemble, ça se passe très bien, comme le maire l'a dit. Je dirais que ça se passe avec succès. Je dis avec succès parce que, comme ils nous ont dit, à nous dire, c'est pratiquement la première édition du mois de la santé et de la protection sociale. Chaque région, en tout cas, est en train de se débrouiller à faire quelque chose. C'est comme ça. Donc, en part, les activités se passent très bien depuis les lancements, qui est aussi partie intégrante, parce que la semaine que nous parlons, c'est pratiquement la première semaine aussi du mois. Donc, en dehors de plus de ce que le maire a dit, il y a les spots publicitaires, il y a des conférences aussi en vie. Donc, voilà. Merci à M. Mahmoud. Donc, toujours dans le cadre de ce mois de semaine thématique, il y a une semaine qui est consacrée à la lutte contre la maladie. Monsieur le directeur, comment ça se passe? Bon, la semaine concerne la lutte contre la maladie. Nous l'avons démarré depuis le premier jour au lancement. Si vous avez entendu le discours de M. le directeur de cabinet, M. Mamadou Dembélé, qui a représenté le gouverneur à ce jour-là, les gens même ont demandé s'il n'a pas un médecin. Pourtant, c'est un administrateur. Il a tout dit par rapport à ça, et puis on l'a accompagné de portes ouvertes pour aller voir les poumons sensibles de l'hôpital, l'imagerie, et puis le laboratoire, pour certains qui ne savent pas comment ça marche. Le laboratoire, c'est comme l'imagerie, c'est comme la télévision, où les journalistes sont derrière les caméras quand les gens ne voient pas. Mais ce jour, on a pu montrer tout ce qui se passe en matière de biologie, en matière de diagnostic. Ensuite, nous avons prévu des conférences. Les conférences qu'on a prévues, l'une des premières conférences, c'est le système de santé que moi, en tant que directeur, j'aurais animé. Après le système de santé, nous avons dit aussi qu'il faut voir la référence évacuation et le référencement. Quand le référencement a parlé de la référence évacuation depuis le niveau CESCOM jusqu'au niveau de l'hôpital, jusqu'au niveau à l'extérieur. Il y a la première référence qui est nécessaire, la deuxième qui est l'hôpital au niveau régional, la troisième qui est au niveau national, qui est l'hôpital national, et la quatrième c'est hors de l'État. Nous avons, comme on a le bon exemple, notre dame qui est partie, qui a fait le nanoplay, a pu aller sauver ses enfants jusqu'à l'extérieur. Donc c'est une sorte de quatrième référence. Voilà, ensuite nous avons dit qu'on va parler de l'impact de la crise sur la santé mentale. Parce que nous avons constaté qu'il y a une nouvelle catégorie de personnes qui sont frappées de psychose et qui souvent arrivent même à s'approfondir en matière de maladie mentale.
Et nous avons vu que certaines parties de la jeunesse s'adonnent à la prise de tramadol qui est très dangereux pour la personne. Et donc tout ça, ces activités, nous pouvons expliquer aux gens quel est le danger que ça court en prenant des médicaments, tramadol et autres médicaments toxiques. Donc c'est ce que nous voulons montrer le jour de la et les éminents experts seront là pour pouvoir expliquer davantage dans un langage facile, un français facile, la lutte contre la maladie, parce qu'elle est très vaste. Alors, je vais toujours continuer avec vous pour nous dire dans quelle mesure peut-on profiter des gratuités des soins, parce qu'on voit ça aussi dans le programme. Vous avez posé une très bonne question, Omar. La gratuité des soins mérite d'être bien comprise de tout le monde. D'abord, dans la région de Tombouctou, nous, on était dans la gratuité depuis 2012, depuis la crise. Et cette gratuité continue encore dans certains coins où la résilience est faible. Maintenant, qu'est-ce que la gratuité de soins? Il y a la gratuité de soins ordinaires que l'État fait. C'est-à-dire, vous constatez, on distribue des moustiquaires, on donne des antipaludiens, on donne des sulfamides pour les femmes enceintes, on fait la césarienne. Tout ça, c'est une gratuité ordinaire que l'État s'est engagé depuis très longtemps. Et ça coûte très cher. Mais l'État a préféré donner cette gratuité à cette communauté. Au-delà de cette gratuité que l'État donne et qui est renouvelée, il y a la lutte contre les épidémies et les catastrophes. Chaque année, l'État injecte des millions, sinon des milliards, dans les produits de lutte contre les épidémies. Et il faut aller aussi à la vaccination. La vaccination, elle est gratuite dans le pays. Et c'est l'État qui, aussi, avec ses partenaires, accompagne ses partenaires qui fait cette gratuité. Après cela, il faut voir les différents régimes que l'État a menés pour subventionner la communauté. L'amour dans lequel l'État prend en charge beaucoup, et le remède dans lequel presque l'État prend, le remède c'est pour les indigents, l'autre c'est pour les salariés. Donc pour l'accès universel aux soins, c'est une combinaison de gratuité, une combinaison également de facilité, tel que le schéma directeur d'approvisionnement en médicaments qui permet de consommer des médicaments essentiels à bas prix. Voilà globalement ce que je peux vous dire par rapport à cette gratuité. Merci. Monsieur le maire, est-ce qu'on sent cette gratuité à votre niveau, dans votre collectivité? Bien sûr. Nous avons des SESCOM arrêtés qui sont carrément dans la gratuité depuis la crise, 2012. Bon, en fait, vous savez, chaque système peut avoir ses avantages et ses inconvénients. Et bien sûr que les gens se plaignent. Disons, les ASACO se plaignent au niveau de SESCOM, souvent des ruptures des médicaments. Souvent, même s'il y a disponibilité, ce qui est là ne peut pas couvrir tous les traitements qu'il faut pour un patient. Bon, ça, c'est des spécialistes qui peuvent mieux expliquer. Parce qu'il y a un niveau où l'ordonnance ne doit pas atteindre. On doit les gérer d'une manière très rigoureuse. Bon, donc le partenaire qui met à la disposition de SESCOM un certain nombre de produits, de médicaments, une ou deux semaines, on termine le stock, il y a problème. Maintenant, il y a un autre aspect au niveau de SESCOM. Le produit qu'on vend, parallèlement, le produit patin, au niveau des foires, tout ça c'est un problème. Donc nous, qui au départ la gratuité, moi j'ai beaucoup défendu, parce que nous sommes avec des communautés vulnérables, qui sont sans ressources presque financières, qui ont des ressources financières limitées. Donc si l'État vient en apport pour combler ces vides, nous, en tout cas moi en tant que responsable des collectivités, je ne peux qu'accueillir favorablement en tout cas cet appui. Mais j'ai dit quelque part il faut faire l'évaluation du système pour voir vraiment des aspects qui ne sont pas comme il faut. Très bien. Monsieur Mahmoud, si on parle de gratuité des soins, c'est effectif dans les SESCOM surtout.
est-ce que de gratuité à gratuité, ça ne risque pas d'affaiblir votre système? Bon, pour ma part, les grands spécialistes de la santé ont dit que la gratuité tue les systèmes de santé. Mais je pense, sauf erreur de ma part, au niveau des CESCOM, tout ce qui est gratuit, tout ce qui est normalement gratuit est gratuit au niveau des CESCOM. Parce que quand je dis, les CESCOM ont la lourde tâche de prévention des maladies. Et quand nous prenons tout ce qui rentre dans les paniers du programme élargi de la vaccination le peuvent, si vous voulez, en simple, la vaccination, c'est des actions sanitaires qui permettent d'éviter la maladie, donc qui rentrent dans les paquets préventifs. Donc les vaccins sont gratuits. Et ce que je veux dire aussi, quand on dit gratuit, le plus souvent, on entend gratuit. Mais un médicament, un geste sanitaire n'est jamais gratuit. Peut-être les patients qui reçoivent, c'est gratuit pour lui, mais la facture est payée à un autre niveau. Si c'est l'État, si c'est les collectivités, en tout cas, c'est payé à un autre niveau par l'argent du contribuable. Très bien. Monsieur le directeur, on parle de partenariat public-privé. Qui sont d'abord considérés comme des publics, qui est considéré comme des privés, et comment ça se passe, ces partenariats? Bon, avant de te répondre, je voulais compléter un peu cette gratuité dans laquelle la région se trouve depuis des soins depuis 2012. C'est partagé entre les partenaires. Pour te dire, il y a des partenariats. Au niveau de l'INFLP, c'est Save the Children qui prend en compte les soins. Au niveau de Diré et Tombouctou, c'est Aliment, le projet Aliment MCP. Au niveau de Tombouctou et de la Rousse, c'est l'IMC qu'il faut remercier. Depuis 2012 jusqu'à nos jours, ils prennent en charge les populations. Bien sûr, le maire a dit tout de suite que la rupture, bon, tout ce qui est gratuit n'est pas facile à gérer. Voilà un peu le problème. En réalité, c'est ça. Maintenant, c'est là que nous demandons aux ASACO de suivre de très près ce qui se passe pour que, au moins, les médicaments venus pour la communauté puissent suffire jusqu'à la fin du mois. Donc, vous constatez tout de suite, quand on dit public, c'est tout ce qui est l'État. Quand on dit public, c'est aussi les collectivités. Quand on dit public, c'est aussi les communautés. Maintenant, quand nous parlons de nos privés, en tant que tels, c'est ceux-là qui ont fondé leur entreprise. C'est ceux-là qui ont fondé leur service. Parlons des cliniques, des cabinets de soins, des cabinets dentaires. Parlons des polycliniques. Parlons également des pharmacies. Tout ceci sont des gens qui occupent un point très très important dans la santé de la population. Et sans elle, l'État seul ne peut pas. Parce qu'il faut forcément qu'il y ait des partenaires et que ce partenariat soit un partenariat fructueux. Que l'État puisse voir ce qu'il peut faire pour les privés pour faciliter leur installation et le mettre dans un bon ordre, aussi bien que les autres activités les former à ce qu'on puisse avoir une bonne gouvernance aussi bien à tous les niveaux et une bonne gestion de ce que l'État injecte et ce que les collectivités injectent et même des fonds générés par elles-mêmes. Donc il faut que l'État les forme. Voilà un peu ce que je vois en partenariat public-privé. Ils ont un rôle capital dans la gestion de l'État. Et l'État en est conscient et je pense que nous remercions beaucoup le département de la santé pour nous avoir donné cette occasion pour vraiment expliquer aux gens que nous travaillons avec les privés. Et il faut ajouter à ces privés un autre pan, qui sont les thérapeutes traditionnels, qui eux aussi occupent une place importante dans la gestion. Il y a des gens qui disposent des certificats et des attestations qui agréent leur activité. Il y a même les herboristes. Donc tout ce pan-là, l'État le met dans les publics privés pour permettre d'avoir vraiment des résultats assez satisfaisants pour la satisfaction des clients. Très bien. Monsieur le maire, on a parlé de
activités qu'on va mener dans ce mois de la santé et de la protection sociale. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés en tant qu'autorité communale dans la gestion du système sanitaire? Bon, les difficultés sont nombreuses. D'abord, je vous ai parlé des ressources transférées aux collectivités, qui n'est pas à un niveau satisfaisant. Et je dois dire qu'au niveau des SESCOM également, il ne faut pas oublier des acteurs comme les ressortissants, qui souvent envoient des médicaments, des produits. Et les partenaires qui interviennent au niveau des SESCOM, nous saluons beaucoup ces interventions. Et l'État, bien vrai que la contribution est modeste, et aussi les communautés et la commune. Parce que les communes aussi recrutent les aides-soignants, les matrones. C'est une contribution. Les communautés également, même si c'est des cotisations mensuelles, ça existe partout. Donc, à tous les niveaux, il y a vraiment des contributions. Maintenant, ces contributions peuvent être modestes, en fonction, bien sûr, du revenu de tout un chacun. Donc, il faut apprécier la participation de chaque acteur à sa juste valeur. Et alter le fonctionnement même des SESCOM et des centres de santé communautaire ne sont pas à hauteur de souhait pour une meilleure couverture sanitaire. Il faut assez de moyens, il faut des ressources humaines vraiment à hauteur de souhait, parce qu'aujourd'hui, notre souhait, c'est que nos SESCOM soient gérés par des docteurs. Bon, ils sont tenus par le DTC, nous apprécions ce qu'ils sont en train de faire, mais notre souhait c'est ça, parce qu'il y a des aides de santé à arrêter aujourd'hui qui ont lieu. Ce n'est pas seulement l'heure de patients de l'aide de santé, mais c'est des aides de patients d'autres communautés, relevant de cercles différents qui viennent souvent. Je prends le cas de Toya, et ce sont très fréquentés par d'autres communautés qui ne relèvent même pas de l'aide de santé. Donc à ce niveau, il faut un niveau vraiment supérieur pour gérer les SESCOM. Donc, et aussi les agents chargés de la santé, d'accompagner le DTC. Là, il y a vraiment des besoins. S'il y a des difficultés, c'est à ce niveau. Vraiment un niveau personnel, ressources humaines qualifiées. Et également, comment assurer l'approvisionnement correct des SESCOM en médicaments. En tout cas, voilà, entre autres, les problèmes que nous rencontrons au niveau de nos SESCOM. Je crois que le message est bien passé. Donc, je reviens à la FERASCOM pour nous dire quels sont les obstacles, qu'est-ce qui empêche à votre organisation d'émerger, comme vous le souhaitez. Moi, je dirais pas qu'il empêche notre organisation d'émerger, mais les difficultés sont citées et je pense qu'elles sont connues. Nous, je l'ai toujours dit, notre raison d'être, c'est les associations de santé communautaire. Et elles, les raisons d'être, c'est les SESCOM. Et la raison d'être des SESCOM aussi, c'est les communautés. Donc, je pense que nous sommes dans une politique de santé qui, pour moi, n'a oublié personne. Et la politique est faite de telle sorte que tous les acteurs se retrouvent de façon complémentaire. Comme on dit avec la politique sectorielle de santé, la création de SESCOM, c'est, si vous voulez, un système communautaire complémentaire du système public. C'est de cette même manière que vous voyez les secteurs privés, les cabinets et autres sont des secteurs privés complémentaires du secteur communautaire. Parce que je pense que c'est une précision de taille, qu'on comprenne que ce soit un cabinet, que ce soit, je ne sais pas, une pharmacie, en tout cas toute structure de santé qui est dans un positionnement, si vous voulez, sur un territoire d'une aire de santé. Aire de santé, je veux dire la population du SESCOM, techniquement elle relève normalement du SESCOM. C'est donné parce que, comme on l'a dit, la Constitution dit
les Maliens naissent libres et égaux devant la loi. Il a droit à la protection, à la santé, à l'éducation, à la sécurité, etc. Donc, le rôle de l'État, c'est de soigner la population. C'est un droit que le Malien a. Maintenant, comment est-ce qu'on va soigner? L'État est en mesure de donner si vous voulez, ces soins. Et aujourd'hui, l'État, à un moment, s'est rendu compte qu'il nous faut aujourd'hui confier une partie, déléguer une partie de notre pouvoir aux collectivités. Il nous faut transférer une partie de notre pouvoir, si vous voulez, administratif aux communautés pour une meilleure prise en charge. Donc nous sommes malheureusement arrivés au terme de notre émission. Mais avant de clôturer, nous allons quand même faire un dernier tour d'étape pour donner l'opportunité à chacun de donner un dernier mot. Monsieur le directeur. Merci Omar. Bon, moi, mon dernier mot d'abord, c'est remercier la TV pour nous donner cette opportunité et remercier également les autorités, toute la hiérarchie qui s'est investie pour pouvoir permettre l'organisation de ce mois. Et remercier aussi les acteurs qui se sont donnés dans la mise en œuvre des activités de ce mois. Je souhaite seulement que la population de Tombouctou et la région de Tombouctou puisse suivre ces activités parce que l'objectif c'est d'échanger. L'objectif c'est de trouver des failles dans le système pour que le ministère puisse trouver une rectification si besoin est de cette stratégie pour avoir la meilleure santé pour les populations. La région de Tombouctou a certainement des difficultés d'extension de couverture de la santé, des difficultés en ce qui concerne la crise sécuritaire, mais il faut remercier tous les agents de santé qui se donnent nuit et jour. Ils sont dans les extrêmes coins de Tombouctou pour essayer de donner des soins de santé, faire des prestations. Voilà donc pour moi, mes mots, c'est mes mots de remerciement. Merci bien. Donc je reviens à M. Mahmoud pour ton dernier mot. Moi, mon dernier mot, c'est toujours des remerciements à l'endroit de toutes les autorités administratives, tant bien que politiques, mais particulièrement les gouverneurs de la région qui a bien voulu, en tout cas, présider cette première édition du mois de la santé et de la protection sociale. Et dans le même ordre d'idée, remercier aussi M. le directeur régional de la santé qui a aussi accepté vraiment de parrainer cette première édition, aussi bien des autres parrains de semaines thématiques. Et par la même occasion aussi, je profiterai en tout cas de votre micro pour lancer un message à l'endroit de la population de la région de Tombouctou, peut-être au-delà de la région couverture, que notre système de santé aujourd'hui, en tout cas la région de Tombouctou, je parle en connaissance de vous, citer parmi les régions de meilleures au Mali en ce qui concerne les prestations de services. Mais malgré notre faible taux de ressources humaines qualifiées, parce que sous le contrôle du directeur, nous avons 4,5 professionnels de santé pour 10 000 habitants, contre 23 professionnels de santé pour 10 000 habitants, selon l'Organisation mondiale de la santé. Mais par contre, à tous les ateliers de haut niveau, on a toujours été félicité, et ça c'est à l'actif de tout le monde, sans oublier personne, je vais dire l'administration des collectivités et les agents de santé, sans oublier les autres camarades des associations de santé communautaire. Le dernier mot, c'est à l'endroit d'Alafia TV qui nous a permis en tout cas de vous exprimer sur ce plateau. Je sais, certes, ce n'est pas la première fois, comme la deuxième fois. On a fait pas mal de choses ensemble pour ne pas dire que la chaîne est devenue un acteur, en tout cas aujourd'hui, dans le fonctionnement du système de santé dans la région de Tombouctou. C'est en tout cas pour moi l'idée de vous remercier pour tous les efforts consentis. Nous vous remercions également. Monsieur le maire, votre dernier mot. Merci bien. Moi,
Tout d'abord, toute notre reconnaissance aux autorités compétentes pour avoir pris l'initiative, en tout cas organiser ce mois de la santé et la protection sociale, pour mieux faire comprendre aux différents acteurs et aux communautés leur place dans leur propre santé, la gestion de leur propre santé. Et remerciements également au niveau régional, à commencer par le gouverneur qui a mobilisé son cabinet malgré un démarrage difficile lié à des circonstances vraiment indépendantes de sa volonté, parce qu'il y a eu un décès. Le fait Eradous décédé de fin de lancement. Mais malgré tout, après, il a tenu à ce que son cabinet fasse un lancement. Ça, il faut vraiment le remercier aussi de son cabinet. Et remercier également le parrain, le régional de la santé, qui s'est mis à l'œuvre pour non seulement tracer le programme et ordonner les thématiques durant ce mois de la santé et de la protection sociale. Et remercier tous les acteurs du service de santé et de la protection sociale. Je ne peux pas oublier parce que chaque fois que j'ai l'occasion, je remercie vraiment les agents qui sont sur le terrain, au niveau des villages, au niveau des fractions, au niveau des services normaux, au niveau des quartiers, pour en tout cas administrer à nos populations le soin de santé de meilleur. Et si je dois faire, si j'ai une doléance à faire, c'est que les autorités au niveau régional puissent décerner vraiment des diplômes, au moins des reconnaissances, des mérites à ces agents qui sont nuit et jour avec nos communautés pour vraiment les soins de santé. Et bien sûr, je ne peux pas oublier nos responsables au niveau local des ASACO, les DTC, comme je dis, qui font partie des agents que j'ai remerciés, et également qui font leur mieux, en tout cas pour que mon SOSCOM marche. Et également des partenaires qui nous accompagnent. Ça, vraiment, il faut reconnaître ce qu'ils sont en train de faire pour appuyer mon SOSCOM, afin que les populations aient, en tout cas, une couverture sanitaire meilleure dans le domaine de la nutrition. Parce que, disons que si nous traversons une crise, comme le directeur l'a dit, il y a beaucoup parmi nous avec la crise. Alors, il faut des fonctionnements sur la santé. Donc, je crois que c'est un mot de remerciement à l'endroit de tous les systèmes. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la FTV, nous arrivons au terme de notre émission spéciale à la FE Hebdo, réalisée à Tombouctou dans le cadre du mois de la santé et de la protection sociale. Nous étions en compagnie de Hamed Sid Mahmoud, qui est le président de la Fédération régionale des associations de santé communautaire au niveau régional de Tombouctou. Également, nous avions comme invité M. Yaya Ashkwanta, qui est le maire de la commune rurale de Lafia et également président de l'association des municipalités du Mali au niveau régional de Tombouctou. Nous avions comme invité M. Dr Moussa Sankare, directeur régional de la santé, parrain de ce mois de la santé et de la protection sociale. C'est un plaisir pour moi de présenter cette émission. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur ALAFE TV. Au revoir.